Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre magazine Face au pouvoir qui reçoit pour vous le candidat président de l'opposition, le docteur Noël Tchani Modiavita, si je bien prononcé votre nom. Vous avez très bien prononcé, madame. Modiavita, moi ça m'intéresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un guerrier invincible. Et lorsqu'on va dans une compétition présidentielle comme celle-ci, quand vous vous appelez Modiavita, les concurrents sont mis en garde. Alors, docteur Noël Tchani, avec vous, nous allons parler actualité du moment. Vous savez, l'actualité, c'est aussi le processus électoral. Déjà, la semaine prochaine, si tout va très bien, ça sera les débuts de la campagne qui va commencer pour les élections prévues le 23 décembre. En aimant, quelle est votre analyse par rapport au processus électoral? Je pense que le processus électoral évolue progressivement vers l'objectif du 23 décembre pour qu'on ait donc l'élection présidentielle et aussi l'élection législative et au niveau local aussi. Sauf qu'il y a beaucoup de questions pendantes qui ne sont pas encore résolues et qui font qu'il y a beaucoup d'incertitudes actuellement. On ne sait pas dans quel sens ça va aller. La CENI a fait déclaration à plusieurs reprises pour indiquer que l'élection va avoir lieu le 23 décembre 2018. Et on nous a fait la démonstration avec des camions militaires dans la rue. Je pense que ce n'est pas comme ça que les choses devraient se faire. 257 camions. 257 camions militaires dans la rue, sur le boulevard du 30 juin, ce n'est pas comme ça que les choses devraient se passer. On a eu l'impression que la CENI est devenue militarisée et que cette élection, cette élection, je ne voudrais pas utiliser le mot farce, mais cette élection risque d'être une élection où on a des militaires ou des policiers derrière certains candidats contre d'autres. Et je pense que dans une démocratie normale, une telle situation devrait être nettoyée avant que nous puissions avoir une élection considérée comme crédible et transparente. Au-delà de ça, la CENI avait annoncé un calendrier électoral qui prévoyait un certain nombre d'étapes. Il semble pouvoir évoluer d'après ce calendrier-là. On a eu la proclamation de liste définitive qui a suivi la proclamation des listes provisoires, qui a suivi l'appel à l'électorat. Donc tout cela semble se faire donc dans les délais. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a des questions qui ne sont pas résolues. Et je ne vois pas comment, par exemple, la question de la machine à voter, mais aussi la question de l'audit du fichier électoral qui est lui-même corrompu, qui contient 6 600 000 personnes sans empreinte digitale, électeurs sans empreinte digitale. Donc il y a aussi des questions de logistique. Par exemple, les candidats présidents de la République, nous sommes 21. Il y a un seul candidat qui bénéficie de la protection policière du gouvernement. Nous autres, on nous a envoyé des lettres. Mais quand je m'en vais à la police pour demander qu'on me donne les 25 policiers pour qu'ils puissent assurer ma protection, la première chose qu'on me dit, c'est qu'il faudra que je puisse payer le carburant pour les policiers qui vont me protéger. La loi ne dit pas ça. La loi dit que les candidats à la présidence de la République sont protégés par 25 policiers qui sont pris en charge par l'État. Et il faut que l'État puisse s'assumer. Je ne veux pas aller commencer à acheter, à manger pour les policiers qui sont mal payés par le gouvernement. Et il faut que les policiers comprennent que c'est pour eux que je me bats. Je vais introduire un système de salaire minimum garanti dans ce pays pour que tous les fonctionnaires de l'État, les policiers, les militaires, les agents de sécurité, pour que tout le monde ait au moins 1 000 $ par mois. Avec ce salaire-là, ils n'auront pas besoin de venir me demander de leur acheter à manger. Donc ça, c'est une entorse au processus électoral normal que nous souhaiterions que ce soit résolu le plus rapidement possible. Au-delà de ça, aujourd'hui, je voudrais qu'on ait accès aux médias publics, de façon égalitaire. Jusqu'à présent, on ne passe pas à la RTNC2. Je les ai appelés à plusieurs reprises pour qu'ils puissent venir. Vous êtes passé jusqu'à la RTNC quand on vous a refusé l'accès? Par exemple, vous avez sollicité d'être l'invité de journal? Je n'ai pas besoin d'aller à la RTNC, mais j'ai pris le téléphone, j'ai appelé des gens à la RTNC et je donne le nom de Freddy Moulumba, qui est le directeur général adjoint. Et je lui ai dit que je voulais passer à la RTNC pour présenter le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. C'est une vision de développement qui intéresse tous les Congolais. On m'a dit qu'on va revenir vers moi. Ça fait plus de 3 semaines que je fais des appels. J'ai répété cela à plusieurs reprises. Je suis passé 1 ou 2 fois à la RTNC 2, mais c'est sur des questions particulières. On ne m'a pas donné l'occasion à la RTNC 1, qui a une couverture nationale importante, pour que je puisse présenter ma vision de développement. J'ai fait encore appel à toutes les autorités publiques, à la CENI, mais surtout à la RTNC, de nous ouvrir cet accès à la population. Pourquoi? Parce que
Je pense que le peuple congolais est fatigué de la misère, de la pauvreté, des crimes, de l'insécurité et consorts. On voudrait choisir la meilleure personne possible qui va représenter la République démocratique du Congo, non seulement au niveau national en tant que président de la République, mais aussi sur le plan international. Et je pense que la vision de développement que je présente est digne de considération. Nous allons revenir à votre projet de société pour l'heure. La plupart des internautes qui sont certainement en train de vous suivre vont se poser une question. Qui est Noël Chani? Qui êtes-vous? Noël Chani, moi je suis congolais, né en République démocratique du Congo. Il faut avoir été à l'extérieur. Mais comme pas dans le Grand Kasaï, et plus spécifiquement en Gandangika, où j'ai étudié l'école primaire et l'école secondaire comme tous les enfants congolais, jusqu'à obtenir mon diplôme d'État. Après cela, j'ai pu voyager à l'étranger avec la bourse du gouvernement congolais, envoyée par le gouvernement de la RDC pour aller étudier à l'étranger. J'ai étudié en Belgique, en France et aux États-Unis, jusqu'à obtenir mon diplôme de docteur en sciences économiques avec spécialisation en banque et finance. Après avoir obtenu ce diplôme, j'ai fait des études complémentaires à l'université de Harvard aux États-Unis dans le domaine de leadership et de management. J'ai travaillé, après avoir terminé mes études, pendant 38 ans aux États-Unis, dans les banques commerciales et d'investissement à New York, parmi les plus grandes banques du monde d'ailleurs. Et après cela, à la Banque mondiale à Washington, où je suis spécialisé dans le développement des pays. Et je veux que le peuple congolais comprenne cela. Un spécialiste du développement, je me suis occupé du développement de plusieurs pays, non pas simplement en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes, en Amérique latine. Je prends des pays malades comme la RDC, je prescris ce qu'il faut faire pour que ces pays soient remis sur la voie du développement économique et social durable. On met en œuvre ces prescriptions avec la participation de toute la population, mais surtout du gouvernement local, et on arrive à régler les problèmes. Je vais vous donner quelques exemples de pays dans lesquels j'ai été impliqué et qui ont trouvé leur salut. Les îles du Cap-Vert, un petit pays en Afrique de l'Ouest, sans beaucoup de ressources naturelles. Quand j'ai commencé à travailler sur le Cap-Vert, le produit intérieur brut par habitant, qu'on appelle PIB par habitant, était de 170 $. 20 ans plus tard, vous pouvez aller sur Internet, le produit intérieur brut par habitant du Cap-Vert est de 7 000 $. Ça a été multiplié plusieurs fois. Mais ce PIB-là représente aujourd'hui pratiquement 10 fois le PIB par habitant donc de la RDC. Un petit pays sans beaucoup de ressources naturelles qui arrive à avoir un niveau de vie beaucoup plus élevé, 10 fois plus élevé que celui de la RDC. Nous devrions avoir peur, avoir honte en tant que peuple congolais. Mais au-delà de ça, il y a eu d'autres pays. L'Indonésie, en Asie. L'Indonésie, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, le taux de chômage était pratiquement de 60-75%. Aujourd'hui, le taux de chômage en Indonésie est de moins de 5%. On a créé des emplois, des opportunités pour tout le monde. Je peux donner toute une liste de pays, près de 85 pays que j'ai sortis donc de la misère, de la pauvreté pour qu'ils deviennent des pays émergents. Je voudrais avoir l'occasion de faire la même chose, les mêmes miracles pour le peuple congolais, pour que les Congolais retrouvent leur salut, surtout dans l'exploitation des ressources naturelles de leur pays. Noël Chani, vous le dites très bien. Plus de 85 pays que vous avez sortis justement de la pauvreté à atteindre le sommet. Mais vous avez agi en tant qu'un fonctionnaire international de la banque, non pas comme un candidat président. Pourquoi n'avez pas arrivé à faire la même chose avec la RDC sans être candidat président? Qu'est-ce qui vous a empêché? Parce qu'ailleurs, vous l'avez fait, vous n'étiez pas candidat président. Mais parce que je n'étais pas autorisé à travailler sur la RDC. Quand vous travaillez, laissez-moi répondre. Lorsque vous êtes fonctionnaire international, vous pouvez travailler sur tous les pays du monde, sauf sur le vôtre, pour éviter des conflits d'intérêts. Si on me met à travailler sur la RDC, vous savez ce qui va arriver? Je vais pouvoir donner des prêts comme ça à la RDC ou donner toute l'assistance à la RDC sans tenir parfois compte de la technicité des choses. Sans que les projets soient bancables, on sera tenté de pouvoir donner de l'argent parce que c'est son pays, on veut aider son pays. Or, ce n'est pas comme ça qu'il faut aider les pays. Il faut aider les pays, mais tout en gardant la rigueur, la discipline nécessaire. Ça, c'est le premier élément. Mais je voudrais vous rappeler qu'en 1997, à la demande spécifique du président de la République de l'époque, Mzee Laurent Désiré Kabila, la Banque mondiale m'avait dépêché ici. C'est moi qui avais co-présidé la commission de réforme de la monnaie, qui avait conçu le franc congolais en remplacement du Zaïre monnaie. Pendant ces travaux de réforme de la monnaie, j'ai eu une particularité, parce que personne dans la commission n'osait pouvoir affronter le président de la République. J'étais allé voir le chef de l'État et je lui ai expliqué, en lui faisant comprendre que dans le monde, les banques centrales qui réussissent sont des banques centrales qui bénéficient de ce qu'on appelle l'indépendance, où il n'y a pas d'interférence politique. J'avais exigé qu'on donne de l'indépendance à la Banque centrale du Congo. C'est comme ça que le président avait accepté de sortir du conseil d'administration de la Banque centrale tous les membres du gouvernement.
Le conseil était composé de 12 membres, dont 7 étaient des membres du gouvernement. Sur ma recommandation et sur mes explications, Laurent Désiré Kabila avait accepté de sortir tous les membres du gouvernement du conseil d'administration de la Banque centrale. Et ces membres du gouvernement étaient par exemple Pierre-Victor Mpoyo, Badimani Mulumba, Thomas Kanza, Mawampanga Monananga, ainsi de suite. Ils étaient 7. Et c'était délicat de défendre une telle thèse devant le président de la République dans une salle où se trouvaient tous les ministres concernés, qui m'avaient dit même d'ailleurs à l'époque, vous êtes en train de nous sortir le beefsteak de la bouche. Pourquoi? Parce que chaque fois que ces ministres se réunissaient au niveau du conseil d'administration de la Banque centrale, ils touchaient ce qu'on appelle des jetons de présence. C'était beaucoup d'argent qu'ils recevaient. Chaque semaine, il y avait des réunions. Alors, après mes explications, Laurent Désiré Kabila leur avait dit, vous savez quoi? Je vais vous sortir tous du conseil d'administration. C'est comme ça qu'on a restructuré le conseil d'administration de la Banque centrale et réduire le nombre même des membres de ce conseil de 12 à 7. Mais les 7 doivent être des personnes techniques. Malheureusement, la Banque centrale a été mal gérée, l'économie a été mal gérée et la monnaie que nous avons mise en place laborieusement, cette monnaie a perdu toute sa valeur aujourd'hui. Quand je serai président de la République, je vais faire en sorte que notre monnaie soit restructurée, qu'on donne l'indépendance à la Banque centrale, que l'économie tourne normalement et que les Congolais puissent avoir ce que j'appelle une monnaie nationale crédible. Je voudrais d'ailleurs à ce titre vous informer que j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur ce qu'il faut faire pour doter le Congo d'une monnaie nationale crédible. La bataille pour une monnaie nationale crédible, qui est contenue dans ce livre que j'ai écrit moi-même personnellement, 600 pages à peu près, 650 pages, qui contiennent donc la stratégie pour doter le Congo d'une monnaie nationale crédible, pour restructurer la Banque centrale, pour restructurer l'économie, pour restructurer le système financier. Tout cela, je l'ai fait au nom du peuple congolais. Mais au-delà de ça, je voudrais que les Congolais puissent retenir une chose. J'avais aussi conseillé au président de la République à l'époque de ne pas mettre sa photo sur les billets de banque. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui le franc congolais qui n'a pas la photo du président en poste sur ses billets. Et je pense que ça, c'est une tradition importante qui va être préservée, même lorsque je serai président de la République. Et pendant que je serai là-bas, je vais mettre en œuvre, avec la participation de tout le peuple congolais, une stratégie contenue dans ce livre pour que notre monnaie soit la plus forte possible, qu'elle soit la plus stable possible, qu'elle puisse préserver le pouvoir d'achat de toute la population. Là, je crois que vous étiez déjà en train de d'énumérer petit à petit vos projets de société. On aimerait quand même que vous les étalez, puisque vous aviez déjà commencé à énumérer quelques-unes. Quels sont les projets de société le projet de société de Noël Tchani, moi Djanvita, pour la République démocratique du Congo, est contenu dans un autre livre. J'ai dû réfléchir depuis très longtemps, depuis 2002. J'ai commencé à écrire le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. C'est ma vision de développement pour la RDC. Il y a des objectifs précis que je vise avec cette stratégie de développement. Quels sont ces objectifs? 1. Sortir le Congo du sous-développement et en faire un pays émergent en l'espace de 15 ans. 2. Sortir de la situation du chômage aujourd'hui. Nous avons 85% de la population active au chômage. Et créer des emplois et des opportunités pour toute la population congolaise, c'est-à-dire parvenir à une situation de plein emploi en 15 ans. 3. Améliorer considérablement le niveau de vie ou les conditions sociales de la population congolaise, à travers notamment l'introduction du salaire minimum garanti que j'ai établi à $1000 au moins par mois, à travers la création d'emplois, parce que toute personne qui sort du chômage, qui trouve de l'emploi, mais si cet emploi est bien rémunéré, cette personne sort du chômage, de la pauvreté. Donc nous allons améliorer considérablement les conditions de vie de la population. 3, je voudrais que nous puissions investir massivement dans les ressources naturelles congolaises, dans les ressources humaines congolaises, c'est-à-dire à travers le système d'éducation et de la santé, pour que l'accès à l'éducation soit ouvert à tout le monde. Tous les enfants congolais doivent aller à l'école. Nous allons faire l'enseignement primaire et secondaire obligatoire et gratuit, mais nous allons aussi donner des bourses d'études lorsque les enfants vont à l'université pour que personne ne puisse dire qu'il n'a pas pu étudier parce qu'il n'a pas de moyens. 3, nous allons réhabiliter le secteur de la santé en donnant ce que j'appelle l'assurance maladie universelle pour permettre à chaque personne, chaque Congolais qui tombe malade, de se faire soigner sans avoir à dépenser un sou lorsqu'il se présente à l'hôpital ou bien au cabinet du médecin. Pourquoi? Parce qu'il sera couvert par l'assurance. L'assurance elle-même sera financée par les contributions de tous ceux qui travaillent. On prélève un pourcentage sur leur salaire, on verse donc à la compagnie d'assurance, et quand il y a un déficit, c'est l'État qui devra donner une allocation budgétaire à cette compagnie pour lui permettre donc d'équilibrer ses livres. Donc voilà quelques activités prévues dans le cadre du plan Marshall. Mais au-delà de ça, nous allons construire les infrastructures de base.
Aujourd'hui, il n'y a pas d'eau et d'électricité accessible à tous les Congolais. Moins de 10% de la population congolaise ont accès à l'eau potable et à l'électricité. Nous allons réhabiliter le secteur de l'électricité, le secteur de l'eau, le secteur de télécommunications pour que ces services-là puissent toucher toute la population congolaise sur l'ensemble du territoire national. Au-delà de ça, nous allons construire des routes et des autoroutes intégratrices pour relier toutes les provinces du pays, pour être en mesure de partir d'une province à d'autres provinces sans restriction. Pour cela, nous allons construire non seulement les routes, les autoroutes, mais aussi les chemins de fer intégrateurs. Au-delà de cela, une innovation ici, nous allons lancer un grand programme de construction des villes et des villages modernes. Aujourd'hui, les villes congolaises n'existent que de nom. Je donne l'exemple de ma propre ville, Ngandangika. Quand vous arrivez à Ngandangika, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas de télécommunication, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien. Ce que nous allons faire, c'est construire donc ces routes intégratrices pour amener jusqu'à Ngandangika. Mais au-delà de ça aussi, nous allons construire donc Ngandangika transformé en ville moderne, où il y a des quartiers résidentiels avec des maisons nouvellement construites, des maisons avec des briques cuites, avec des tuiles au-dessus, avec l'eau, l'électricité, avec les services de téléphone. Et au-delà de ça, nous allons aussi construire des quartiers administratifs, par exemple pour les cours et tribunaux, pour les bureaux donc du bourgmestre, pour les services donc de état civil, pour la police, pour les cours et tribunaux, ainsi de suite. Nous allons, au-delà de cela, construire ce que j'appelle la zone agricole, développer l'agriculture, l'élevage et la pêche. Pourquoi? Parce que actuellement, les activités donc agricoles sont pratiquées à l'étape artisanale. Nous allons mécaniser l'agriculture, l'élevage, la pêche pour recruter plus de gens, pour produire plus, et la production accrue va être achetée par des entreprises agroalimentaires qui seront implantées donc dans une zone industrielle que nous allons créer à partir donc de zéro. Voilà plus ou moins une idée pour le développement donc de ces villes, et on va faire la même chose, non pas simplement pour Ngandangika, mais pour 243 villes et villages à travers toutes les provinces, à travers tous les pays. En réalité, à la fin du programme, nous allons transformer donc la RDC en pays moderne, en faisant ce que les pères de l'indépendance avaient prédit, c'est-à-dire bâtir un pays plus beau qu'avant, et moi j'ajoute où il fait bon vivre partout. Au-delà de ça, nous allons lancer un grand programme de transformation locale de nos matières premières et des produits finis. Par exemple, le coltan congolais, on va le transformer localement pour faire des iPhones, des iPads congolais, des ordinateurs congolais, et j'en passe. Le cobalt va être utilisé pour faire les batteries électriques ici au Congo. Le diamant et l'or, on peut utiliser rien. Je donne un exemple, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Mais je donne un exemple, les bagues de fiançailles, très bien faites en or avec le diamant dessus, qui deviendront donc des produits finis congolais qu'on va exporter à travers le monde. En faisant cette stratégie et en l'appliquant à toutes nos matières premières, ce que nous allons réaliser, c'est quoi? Nous allons créer des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais. C'est comme ça que sur une période donc de 15 ans, nous aurons tué le chômage en créant des emplois et des opportunités pour tout le monde. On va développer l'industrie touristique en prenant avantage de la faune et de la flore congolaise. Nous allons développer même des services financiers offshore sur l'île de Mateba dans le Congo central pour attirer donc des grands capitaux qui vont venir là-bas, parce que nous allons développer des services d'enregistrement des navires, des services d'enregistrement donc des entreprises, comme ça se passe donc dans d'autres pays civilisés qui arrivent à attirer des investissements donc chez eux. Voilà grosso modo certaines des idées que nous avons, mais il y a d'autres programmes dans le cadre du plan Marshall que je ne voudrais pas donc détailler dans les détails parce que ça prendrait trop de temps. Oui, vous avez déjà pris beaucoup de minutes juste pour essayer de détailler votre plan Marshall hein, avec ce que vous allez faire pour le Congo. N'est-ce pas de la démagogie? 1000 $, salaire minimum pour un Congolais. Comment allez-vous faire pour maximiser ces recettes? Comment allez-vous faire dans un pays où il n'y a pas de production? Je voudrais que les Congolais sachent qu'il est possible de développer ce pays. Ils ont été tellement exploités, battus, ramenés par terre qu'ils ont perdu l'espoir. Je voudrais faire renaître cet espoir. Vous savez comment nous allons obtenir de l'argent pour pouvoir payer les 1000 $ dont je parle? Actuellement, nous avons un petit budget de 5,9 milliards de dollars qui a été présenté par le gouvernement au Parlement. Ce budget, il est ridicule. Pourquoi? Parce qu'il ne permet même pas de pouvoir nettoyer la ville de Kinshasa. Vous voyez la poubelle qui s'accumule partout. Si ce budget était suffisant, Kinshasa serait propre, rien que la capitale. Je vous invite à aller voir des communes telles que Makala, Selembao et consorts. J'ai été hier dans la commune de Kinshasa, dans la commune de Barumbo, Mongafula, partout. Toute la ville, tout le pays est comme ça. Je ne voudrais pas choquer mes compatriotes en disant que ce que j'ai vu, c'est comme si on vivait dans une poubelle.
Mais c'est ça la réalité. Et nous devons, nous, en tant que Congolais, nous faire violence en acceptant la réalité. Je voudrais changer les conditions de vie de tout le monde. Pourquoi? Parce que si d'autres pays ont réussi à vivre mieux, à se développer, nous sommes capables de le faire aussi. Nous allons pouvoir récupérer toutes les ressources publiques qui sont perdues aujourd'hui, qui nous sont volées. Par exemple, le président Tambombe qui est venu en RDC en 2013, à la fin de sa mission, il avait conclu que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État. 85%, c'est volé. Ça se volatilise dans la nature. Ce que nous allons faire, c'est combattre donc la corruption, la prédation des ressources naturelles, les détournements des fonds publics, la fraude fiscale, récupérer tout cet argent, le mettre dans le budget de l'État, augmenter le budget considérablement, et maintenant on aura suffisamment de moyens pour payer les fonctionnaires de l'État, les boursiers, dans le cadre donc du financement des études. On va mettre le même salaire pour les gens dans le secteur privé et public. On va utiliser ces ressources publiques pour construire les routes, les autoroutes, les chemins de fer et tout le programme que je suis en train donc de proposer. Donc c'est possible de développer la RDC en utilisant les ressources publiques qui proviennent donc de l'intérieur, sans même que nous allions à l'extérieur pour pouvoir emprunter. Ce n'est pas de la démagogie, je l'ai fait ailleurs. Vous savez, quand on a une équipe de football par exemple, et que nos léopards doivent jouer contre l'Égypte, si vous voulez jouer, vous alignez qui? Entre Trésor Mputu, le numéro 9, ou bien Dr Noël Tchani. Vous alignez qui si vous voulez gagner? Nous alignons Trésor Mputu parce qu'il est spécialiste de ce secteur-là. Il sait comment tirer la balle pour marquer les buts. Moi, je ne sais pas faire la même chose que Trésor Mputu sur le terrain de football. Mais vous savez ce que moi je sais faire? C'est prendre les pays en difficulté, concevoir des stratégies de développement comme je l'ai fait dans le cas de mon pays ici, et mettre en œuvre cette stratégie de développement au niveau le plus élevé de l'État. Et je pense qu'à ce stade ici, le Congo a besoin d'un président de la République éduqué, expérimenté, intègre, qui a vu comment les choses se font ailleurs, qui a réussi à mettre des expériences similaires dans d'autres pays et qui vient ici dans un terrain fertile pour transformer fondamentalement la vie de tous les Congolais. Que Noël Tchani a l'intention de briguer 3 mandats ou Noël Tchani a l'intention de violer la Constitution qui dit un mandat de 5 ans? Je connais la Constitution de la République démocratique du Congo par cœur. La Constitution prévoit un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une fois. Je vais respecter scrupuleusement la Constitution. Si le peuple congolais me fait confiance, j'aurai un premier mandat de 5 ans. Si on renouvelle mon mandat, je serai encore là jusqu'à 10 ans. Mais à la fin des 10 ans, il y a d'autres personnes qui travaillent avec moi aujourd'hui dans la force de changement, qui sont jeunes et qui vont travailler avec moi pendant la mise en œuvre donc, de cette vision pendant 10 ans et qui seront rodés suffisamment pour se présenter eux-mêmes à la présidence de la République au bout de 10 ans et continuer à mettre en œuvre la vision que nous aurons maîtrisée tous ensemble. J'aurai eu le temps de pouvoir les former, de les entraîner pour que le pays puisse aller de l'avant. Par exemple, Paris. Vous savez, Paris a été construit, le plan de Paris a été construit par le baron Ousmane. Mais le baron Ousmane a travaillé à la mairie de Paris pendant 4 ans pour commencer à mettre en œuvre le plan de construction de Paris. Au bout de 4 ans, il s'est retiré, mais Paris continue à être construit jusqu'à aujourd'hui par des personnes qui maîtrisent bien le plan de Paris, laissé par le baron Ousmane. Donc c'est comme ça qu'une vision de développement, ça peut être mise en œuvre sur 15 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans. Et dans mon cas ici, j'ai réalisé que nous pouvons en 15 ans faire des progrès énormes. Je voudrais en profiter aussi pour dire une chose, c'est que lorsque on commence une vision de développement comme celle-ci, il est important que ce ne soit pas une affaire d'un individu. Je voudrais rassembler beaucoup de Congolais. Et je voudrais que cette vision de développement soit le dénominateur commun. Et c'est pour ça que j'insiste surtout que les étudiants dans les universités, même à l'école secondaire, c'est pour ça que je passe dans les écoles secondaires pour expliquer ce plan. J'ai trouvé beaucoup de satisfaction. J'ai parlé la semaine dernière au lycée technique Louis-Marie Palazolo de Kingasali. Les enfants à l'école secondaire ont posé des questions très importantes. Elles ont compris, parce qu'il s'agissait donc d'une école des filles, elles ont compris de quoi il s'agit dans notre vision de développement et elles m'ont dit, s'il vous plaît papa, allez-y, aidez-nous à mettre en œuvre cette vision. Nous-mêmes, nous allons y participer. Mais ces enfants grandissent. Ne soyez pas surpris que d'ici 10 ans, qu'il y ait une fille donc, de ce lycée-là qui sort donc du lot et qui veut être présidente de la République pour continuer à mettre en œuvre la vision de développement que je propose. Donc, je n'ai pas l'intention de violer la Constitution de la République, je vais respecter scrupuleusement la Constitution de la République, mais je voudrais que tout le monde s'emballe dans cette vision de développement parce qu'elle est salvatrice pour notre pays. Voilà, c'était le mot de fin de votre
inviter toujours Dr Noël Chani Mwadia Vita, le candidat numéro 15 à la course de la présidentielle 2018-2019. J'espère que vous l'avez suivi majestueusement, vous avez suivi son plan Marshall pour la RDC. Monsieur le docteur Noël Chani, nous vous disons merci d'avoir accepté l'invitation de votre magazine Face ou Farce au pouvoir sur www.congosuissetv.com. Je vous remercie, madame, et surtout de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser donc à vos téléspectateurs. Et comme vous avez constaté que cette candidature-là, ce n'est pas une farce, c'est une réalité. Et le 23 décembre prochain, je demande encore au peuple congolais de voter massivement pour Dr Noël Chani Mwadia Vita à la présidence de la République, candidat numéro 15. Nous avons 15 programmes du plan Marshall à mettre en œuvre en 15 ans pour réaliser un PIB par habitant de 15 000 $. Ça n'a jamais existé avant. Nous avons des objectifs précis et je veux que le peuple congolais se réveille. Merci. Merci beaucoup.